Salut les joueurs! Dans cette vidéo, on va voir comment jouer à Daimyo, la renaissance de l'Empire. Un jeu hybride à base de gestion de ressources, draft 2D et de combinaison de cartes pour 1 à 4 joueurs, dont l'auteur est Jérémy Ducré et c'est édité chez la boîte de jeu. Alors, pour information, nous allons voir pour cette présentation les règles de base et nous verrons les règles avancées en fin de vidéo. Au niveau du matériel, on commence par un énorme plateau double face avec une face de joueur avec un gros cadre sur la gauche et qui est précisé en bas à droite. Sur l'autre face, on a le plateau pour 1, 3 et 4 joueurs, c'est aussi indiqué en bas à droite. Nous verrons la différence avec le mode 2 joueurs et le mode solo en fin de vidéo. Petite précision, à 3 joueurs, vous jouerez avec les îles bleues, rouges, jaunes, violettes et vertes, et à 4 joueurs, qui sera notre exemple de présentation, vous jouerez avec toutes les îles. Chaque île est constituée d'une zone de production avec un casque de samouraï qui possède 5 lieux de production. Les ronds étant les emplacements de gouverneurs et les carrés les emplacements de bâtiments. Il y a également un No Man's Land avec ce visage avec une casquette, qui est la zone réservée aux fouilleurs. Un bas-fond avec une tête de ninja réservé aux ombres. Des hôtels pour les reliques reconstituées, et une piste d'influence. Vous aurez ensuite 4 ressources qui sont le riz, l'or, le cristal et le métal que vous placerez en petits tas distincts proches du plateau. Il est à noter que vous trouverez dans chacune des ressources des jetons 3 au cas où vous seriez en manque de jetons 1. Il y a également un jeton marqueur de manche que vous mettrez sur la première case manche du plateau. Vous aurez aussi un paquet de 40 cartes héros qu'il vous faudra bien mélanger et que vous placerez face cachée à côté du plateau. Puis vous révélerez les 5 premières cartes pour constituer le marché des héros en sachant que la première carte de la pioche doit toujours être face visible. Vous trouverez aussi un paquet de 21 cartes pour le mode solo avec un fond style bambou que vous mettrez de côté. Il y a également 3 tuiles double face villageois que vous mettrez dans le village de l'île centrale en faisant bien attention que seule cette face soit visible tandis que les autres seront mises au hasard comme au pile ou face par exemple. Vous aurez ensuite 13 dés qu'il faudra trier selon le nombre de joueurs. À 3 joueurs, vous garderez 2 dés bleus, 4 dés rouges et 4 dés verts, tandis que vous jouerez avec tous les dés à 4 joueurs. Vous trouverez également un sac et des tuiles reliques numérotées de 1 à 4 aux couleurs des îles. Vous mettrez dans le sac les tuiles reliques des îles que vous utiliserez. Donc à 3 joueurs, vous garderez les tuiles bleues, rouges, jaunes, violettes et vertes, alors qu'à 4 joueurs, vous mettrez l'intégralité des tuiles. Piochez au hasard 3 tuiles reliques par île et placez-les face au stockage, c'est-à-dire avec un chiffre au centre, dans le No Man's Land de chaque île avec lesquelles vous allez jouer. Laissez une place pour le marché noir à côté du plateau et placez-y au hasard 3 tuiles reliques face visible. Vous aurez ensuite 12 cartes objectifs parmi lesquelles se trouvent des cartes à fond vert et à fond orange. Vous mélangerez chacune de ces couleurs séparément, puis révélerez 3 cartes vertes et une carte orange, les autres seront remises dans la boîte. Et pour en finir avec la mise en place du plateau central, choisissez un premier joueur et donnez-lui le casque de puissance. Ensuite, chaque joueur choisira un clan parmi 4 ayant chacun une spécialité. Vous avez le clan nature en vert, axé sur la récolte de ressources, le clan techno en bleu, fasciné par les reliques, le clan nomade en orange, expert en mobilité, et enfin le clan noble en rose, riche et fédérateur. Chaque joueur prendra un de ces plateaux qu'il placera devant lui. Ces plateaux seront accompagnés de 9 pions clans. Vous poserez un de ces pions sur la case 0 des pistes d'influence de chaque île avec lesquelles vous jouez, un sur la case 0 de la piste des points de popularité du plateau central, un sur la première case de la piste de recrutement et un sur la case 3 de la piste de stockage de votre plateau clan. Les pions non utilisés seront remis dans la boîte. Il y a aussi 6 pions reliques, 4 technofermes, 4 tours radio, 8 gouverneurs, 3 ombres et un fouilleur, que vous mettrez proche de votre plateau clan. Vous aurez ensuite un mini plateau construction technoferme et un mini plateau construction tour radio. Pour l'exemple de partie, utilisez les versions de base montrant des formes vides dans les coins des tuiles, qui sont toutes identiques. L'autre face de ces mini-plateaux, avec des formes remplies, seront utilisées avec les règles avancées que nous verrons en fin de vidéo. Chaque joueur prendra ces 2 mini-plateaux qui seront placés à droite du plateau clan. Vous aurez des tuiles action bonus correspondant aux formes du symbole en bas à gauche des plateaux de construction qu'il vous faudra placer sur les mêmes emplacements. Mettez sur ces tuiles les technofermes et les tours radio comme indiqué en haut de chaque plateau construction.
Chaque joueur prendra des ressources de départ indiquées sur cette ligne blanche, à savoir 2 ors, 2 riz, 2 cristaux et 2 métaux. Chaque clan a 3 cartes de départ, vous les mélangerez et en piocherez 2, la carte restante servira de pioche. Vous aurez aussi des cartes aides de jeu que chaque joueur prendra et qui servira essentiellement en fin de partie. Il y a également 4 jetons objectifs que vous mettrez proche du plateau clan. Et un jeton score plus 50 sur une face et plus 100 sur l'autre, que vous mettrez sur cette zone de la piste de popularité et que vous mettrez sur 0 quand vous arriverez au score indiqué. Pour finir cette mise en place, le premier joueur choisit une île et y place un gouverneur sur un emplacement qui produit du riz. Petit détail concernant les lieux de production. Comme dit plus haut, ceux-ci possèdent un emplacement de gouverneur rond et un de bâtiment carré. Lorsqu'un emplacement est déjà occupé, vous ne pouvez pas vous y placer. Vous pouvez placer un gouverneur dans un lieu de production où il y a déjà un bâtiment, même d'un autre joueur, ou construire un bâtiment dans un lieu de production où il y a déjà un gouverneur, même d'un autre joueur. Ce premier joueur place également son fouilleur dans le No Man's Land de cette même île, puis chaque joueur dans le sens horaire fait la même chose avec une île différente. Ensuite, toujours en commençant par le premier joueur, chaque joueur place un deuxième gouverneur dans un lieu de production libre du plateau et pas forcément sur la même île que son premier gouverneur. Et enfin, et pour finir, chaque joueur avance son pion clan de 2 crans sur les pistes d'influence de chaque île où il a des gouverneurs comme indiqué, sous l'icône gouverneur, et vous êtes prêt à débuter la partie. Mais quel est donc le but du jeu? Eh bien, longtemps après la fin du temps des hommes, les quelques survivants de l'humanité se sont de nouveau approprié le monde sur les ruines des anciennes civilisations. Au sein de l'archipel des 6, les clans vivent selon une réinterprétation absurde du Bushido. Vous incarnez un daimyo, un chef de clan souhaitant devenir le nouvel empereur de cet archipel. À la fin de la 5e manche, le joueur qui aura marqué le plus de points de popularité, qui sont les points de victoire, sera proclamé empereur et gagnera donc la partie. Pour cela, envoyez vos gouverneurs influer sur les populations locales, méfiez-vous des ombres assassines, tandis que vos fouilleurs iront déterrer les reliques glorieuses de l'ancien temps. Comme dit juste avant, la partie se joue en 5 manches. Chaque manche se décompose en 3 phases qui sont le lancer de dés, le tour des joueurs et la fin de manche. On va détailler chacune de ces phases. Durant cette première phase, le premier joueur lance tous les dés. Puis les classe en colonne par valeur sur l'île au milieu du plateau central pour que tout le monde puisse les voir. La phase tour des joueurs se déroule dans le sens horaire en commençant par le premier joueur qui, je le rappelle, est celui qui possède l'incroyable casque de puissance. Lorsque c'est à vous de jouer, choisissez un dé et placez-le sur une des 5 cases actions principales libres de votre plateau clan de la même couleur que le dé choisi. Ensuite, réalisez l'action principale associée au dé et éventuellement une ou plusieurs actions bonus que nous verrons un peu plus tard. Les actions principales et bonus peuvent être jouées dans l'ordre de votre choix, mais seulement attention, vous devez terminer intégralement une action principale ou bonus avant d'en entamer une autre. Vous pouvez par exemple commencer par des actions bonus avant votre action principale, puis refaire éventuellement d'autres actions bonus. Lorsque vous avez résolu votre action principale et éventuellement vos actions bonus, c'est au tour du joueur à votre gauche de jouer son tour. Une fois que tout le monde a joué 3 tours, donc 3 dés, passez à la phase fin de manche, mais avant de détailler les actions principales, on va disséquer le plateau clan. Sur ces 6 parties du plateau, vous avez les actions principales. Sur ces 2 parties, des actions bonus, et sur le bandeau supérieur, les bonus de fin de manche. Le plateau clan contient 5 actions principales liées aux couleurs des dés et une case neutre. Lors d'une action principale, seule la couleur du dé est prise en compte et non sa valeur. Lorsque vous activez une action principale, vous devez la réaliser dans son entièreté avant d'entamer une autre action. L'action bleue sert à faire appel au service des villageois pour aider votre clan. Pour cela, réalisez dans l'ordre les 4 actions suivantes. Augmentez votre capacité de stockage de 1. La capacité de stockage est le nombre maximum de tuiles reliques ou de reliques reconstituées que vous pouvez conserver. Nous verrons les reliques un peu plus tard. Si vous avez atteint votre capacité de stockage maximum qui est de 9, gagnez 1 point de popularité, donc 1 point de victoire, pour chaque nouvelle augmentation. Ensuite, piochez une carte héros de votre pioche héros et ajoutez-la à votre main. Si la pioche est vide, mélangez simplement les cartes de la défausse pour recomposer une pioche. Ensuite, uniquement si vous êtes le premier joueur du tour à avoir pris un dé bleu, récupérez le casque de puissance. L'ordre du tour ne changera qu'à la phase de fin de manche. Et enfin, activez une tuile villageois en réalisant l'effet de sa face visible, puis retournez-la sur son autre face, dévoilant ainsi un nouvel effet pour les joueurs suivants. Ces effets sont les suivants. Obtenez un riz ou un or,
obtenez un métal et un cristal, augmentez votre capacité de stockage qui, je le rappelle, peut vous faire gagner un point de popularité si votre stockage de clan est à 9, déplacez un de vos gouverneurs et récoltez immédiatement la ressource de son lieu de production d'arrivée, obtenez une tuile relique du No Man's Land où se trouve votre fouilleur, et enfin, piochez 2 cartes de votre pioche héros. Grâce à cette action, récoltez les ressources des lieux de production où se trouvent vos gouverneurs et vos technofermes. Par exemple, ce joueur gagnerait un riz et un or. Notez que si vous possédez un gouverneur et une technoferme sur le même lieu de production, vous obtenez 2 fois la ressource et qu'un gouverneur ou une technoferme adverse se trouvant sur le même lieu de production que vous ne vous empêche pas de récolter. L'autre action verte vous permet de fouiller les No Man's Land à la recherche de reliques de l'Ancien Monde. Pour cela, vous devez d'abord déplacer votre fouilleur sur le No Man's Land d'une autre île, puis prendre une tuile relique parmi les 3 disponibles et la placer dans votre stockage qui est un endroit proche de votre plateau clan. Ensuite, piochez immédiatement une nouvelle tuile de relique dans le sac et placez-la dans le No Man's Land pour compléter l'espace de pause à 3 tuiles. Réalisez cette action une deuxième fois, vous pouvez revenir sur le No Man's Land de départ lors de votre second déplacement ou aller sur une autre île. De plus, comme action facultative, et une fois par No Man's Land, vous pouvez réaliser les actions fouiller le No Man's Land et ou acheter au marché noir avant ou après avoir récupéré la tuile relique. Fouiller le No Man's Land permet en dépensant un cristal ou un métal de défausser jusqu'à 2 tuiles reliques du No Man's Land sur lesquelles se trouve votre fouilleur et de les placer dans le marché noir où 3 tuiles sont déjà présentes. Piochez 2 nouvelles tuiles reliques du sac pour combler les emplacements vides. Acheter au marché noir permet, comme son nom l'indique, d'acheter une relique parmi celles disponibles du marché noir en dépensant un or. Alors attention, vous ne pouvez acheter au marché noir que lors d'une action relique. Une tuile relique trouvée via un autre moyen tel que les cartes héros, tuiles villageois, etc. ne permet pas d'acheter au marché noir. Comme nous l'avons vu un peu avant, lorsque vous récupérez une tuile relique, placez-la dans votre stockage près de votre plateau clan. Alors attention cependant, vous ne pouvez pas stocker plus de tuiles reliques que la capacité de stockage indiquée sur votre plateau clan. Si vous êtes déjà au maximum de votre capacité de stockage, vous devez d'abord donner une de vos tuiles reliques au marché noir avant de pouvoir récupérer votre nouvelle tuile. Si vous gagnez une tuile suite à un pouvoir de héros directement du sac, piochez-la pour prendre connaissance de sa couleur et de sa valeur, puis donnez au marché noir une des tuiles que vous aviez déjà avant d'ajouter cette nouvelle tuile à votre stockage, ou mettez la tuile que vous venez de piocher au marché noir. Alors attention, vous devez pouvoir stocker les 4 tuiles d'une même relique avant de pouvoir la reconstituer. Et attention bis, vous ne pouvez pas posséder 2 fois la même tuile relique, même chiffre et même couleur, sauf si la première tuile fait partie d'une relique déjà reconstituée. Si vous voulez récupérer la dernière tuile manquante d'une relique, mais que vous n'avez pas la capacité de stockage suffisante, vous devez donner une de vos tuiles reliques au marché noir au préalable. Si vous possédez les 4 pièces différentes d'une relique, vous reconstituez immédiatement la relique de la couleur correspondante. De ce fait, placez un de vos pions reliques sur un hôtel disponible de l'île de la couleur que vous venez de reconstituer, de préférence celui avec la plus grande valeur, et obtenez dans cette île autant d'influence qu'indiqué par l'hôtel sur lequel vous placez votre pion relique. Ensuite, regroupez les 4 tuiles de la relique reconstituée en une seule pile, face au stockage de la tuile invisible. Cela signifie que votre relique reconstituée ne prend désormais plus qu'une place dans votre stockage au lieu de 4, et sachez que vous pouvez reconstituer la relique d'une même couleur plusieurs fois. L'action recrutement permet de recruter un ou plusieurs gouverneurs et ou ombres. Pour chaque unité que vous recrutez, vous devez dans l'ordre dépenser un nombre de riz égal à la valeur actuelle de votre coût de recrutement, c'est-à-dire le chiffre placé sur la case indiquée par votre pion clan. Avancez ce pion clan d'une case sur la piste de recrutement, choisir une unité gouverneur ou ombre disponible dans votre réserve et la placer sur un emplacement libre du plateau central, et enfin résoudre les effets de recrutement de ce personnage. Alors attention, vous pouvez effectuer autant de recrutement que vous le souhaitez avec une seule action principale recrutement, tant que vous possédez suffisamment de riz pour recruter vos nouvelles unités. En effet, chaque fois que vous recrutez une unité, que ce soit avec une action principale recrutement, par un pouvoir de héros ou grâce à une tuile action bonus, que nous verrons un peu après, vous devez avancer votre pion clan d'une case. Le coût de recrutement augmente au fur et à mesure que vous recrutez des unités. Lorsque vous arrivez sur la dernière case de la piste de recrutement notée d'un cadenas, vous pouvez payer 2 ors pour relancer un nouveau cycle de recrutement qui ne soit pas trop cher en riz. Alors attention, vous pouvez payer les 2 riz à n'importe quel moment durant votre tour, à condition que votre pion clan soit sur la case cadenas.
Si vous ne souhaitez pas payer, votre pion clan reste bloqué sur la case cadenas. Vous pouvez continuer à recruter, mais chaque unité vous coûtera 3 riz. Lorsque vous recrutez un gouverneur, placez ce dernier dans un emplacement libre de lieu de production et obtenez immédiatement 2 influences dans l'île où vous placez le gouverneur, comme indiqué sur ce cartouche. Alors attention, un gouverneur ne récolte pas de ressources lors de son recrutement. Lorsque vous recrutez une ombre, placez cette dernière sur un emplacement libre des bas-fonds, et il se passe 3 choses. Premièrement, vous gagnez autant d'or qu'indiqué sur l'emplacement choisi qui peut être au nombre de 3, 1 ou rien du tout, donc autant se placer sur celui rapportant le plus. Deuxièmement, vous obtenez une influence dans l'île où vous placez l'ombre. Et enfin, troisièmement, éliminez un gouverneur adverse présent dans cette île et retirez 2 influences à son propriétaire sur la piste d'influence de cette île. Le gouverneur retourne dans la réserve de son propriétaire qui, en compensation, reçoit un riz de la réserve générale. Alors attention, vous ne pouvez recruter que les 3 ombres que vous possédez par partie et vous ne pouvez ni les déplacer ni les récupérer, donc utilisez-les à bon escient. Dans cet exemple, Violet choisit l'action recrutement et recrute 2 gouverneurs et une ombre. Son premier recrutement lui coûte 2 riz, son deuxième lui coûte 3 riz, et il paye 2 ors pour que son troisième recrutement ne lui coûte qu'1 riz. Il place ses 2 gouverneurs dans l'île rouge et augmente son influence de 4 sur cette île. Il place ensuite son ombre dans l'île violette sur cet emplacement qui lui rapporte 3 ors de la réserve générale, et élimine un gouverneur du joueur bleu, lui faisant perdre 2 influences sur cette île et obtient une influence, ce qui lui permet de passer devant le joueur bleu et de devenir pour l'instant le plus influent sur cette île. L'action construction permet de construire un ou plusieurs bâtiments. Pour chaque bâtiment que vous construisez, vous devez dans l'ordre dépenser les ressources requises pour le type de bâtiment choisi, plus éventuellement le surcoût de chaque bâtiment du même type que vous avez déjà construit. Placez le pion bâtiment correspondant, technoferme ou tour radio, sur un emplacement libre de lieu de production. Placez la tuile action bonus correspondante dans un emplacement libre de votre choix sur votre plateau clan. Il est à noter que les 6 tuiles grises se placent sur les actions principales et le pouvoir de clan, alors que les 2 tuiles jaunes se placent sur les emplacements de phase de fin de manche. Alors attention, comme indiqué sur le plateau, vous pouvez construire autant de bâtiments que vous le souhaitez avec la même action principale, tant que vous avez les ressources nécessaires pour les construire. Si vous construisez plusieurs bâtiments du même type, ajoutez le surcoût pour chaque nouveau bâtiment, tout en sachant que vous le faites dans l'ordre de votre choix. Dans cet exemple, Rose décide de construire une technoferme. Il paye son coût de base qui est de 2 cristaux et 1 métal, plus son surcoût de 2 cristaux, puisqu'il a déjà construit 2 technofermes lors des tours précédents. Il place sa technoferme sur un emplacement libre de son choix, ainsi que sa tuile action bonus sur l'emplacement de son choix. Alors attention, si cette tuile est placée sous le dé de l'action en cours, ce joueur aura la possibilité d'utiliser cette action bonus durant ce même tour. En revenant à l'exemple, Rose décide de s'arrêter là, mais il aurait pu construire d'autres bâtiments s'il avait eu les ressources. Sa prochaine et dernière technoferme lui coûtera 2 cristaux et 1 métal de base, plus son surcoût de 3 cristaux. Et enfin, comme dernière action principale, vous pouvez placer un dé de n'importe quelle couleur sur cette case, ce qui vous permet d'obtenir immédiatement 2 riz de la réserve générale. Parlons maintenant des actions bonus, elles peuvent se jouer avant ou après une action principale, et certaines dépendent de la valeur de vos dés. Alors attention, hormis l'action défausser un héros, chaque action bonus ne peut être utilisée qu'une fois par tour. Une des actions bonus que vous pouvez effectuer est le pouvoir de héros. En effet, vous pouvez jouer une carte héros de votre main si vous avez la puissance nécessaire en jeu. Cette puissance vient d'aider sur votre plateau clan et pas forcément le dernier joué. Vous pouvez jouer une carte si vous avez un ou des dés dont la somme est exactement identique à la puissance de cette carte qui est indiquée en haut à gauche. Vous ne pouvez jouer qu'une seule carte héros par tour de jeu. Une fois jouée, placez cette carte dans votre défausse. Alors attention, certaines cartes héros portent un point d'exclamation rouge dans le coin inférieur droit. Cela signifie que le pouvoir de cette carte est agressif envers vos adversaires, donc à vous de décider si vous voulez inclure ou pas ce type de carte lors de la mise en place du jeu. Autre action bonus que vous pouvez effectuer est celle de défausser un héros. Vous pouvez défausser une carte héros de votre main pour augmenter ou diminuer de 1 la valeur d'un dé sur votre plateau clan. Comme indiqué sur celui-ci, vous pouvez le faire plusieurs fois par tour sur un ou plusieurs de vos dés. Alors attention, vous ne pouvez pas diminuer un 1 ou augmenter un 6. La troisième action bonus est le pouvoir de clan. En effet, chaque clan possède un pouvoir unique et vous pouvez l'activer si la somme des dés sur votre plateau clan est supérieure ou égale à 13, comme indiqué ici.
Pour le clan bleu, augmentez votre capacité de stockage de 1, puis piochez une carte de votre pioche héros. Pour le clan orange, déplacez un de vos gouverneurs du plateau principal, puis récoltez 2 fois la ressource du lieu de production d'arrivée. Alors attention, pensez à ajuster les pistes d'influence en conséquence s'ils changent d'île. Pour le clan rose, jouez une carte héros de votre main, même si vous n'avez pas la puissance nécessaire avec vos dés. Grâce à ce pouvoir, vous pouvez donc jouer 2 cartes dans le même tour. Pour le clan vert, récupérez 2 ressources au choix parmi le cristal, le métal ou le riz. Cela peut être 2 fois la même ou 2 différentes. Et enfin, la dernière action bonus est l'utilisation de tuiles bonus. Comme dit un peu avant, vous pouvez activer la tuile action bonus associée à l'action principale sur laquelle vous avez placé votre dé. Vous pouvez aussi activer la tuile action bonus associée à votre pouvoir de clan si la somme des dés sur votre plateau clan est supérieure ou égale à 13. Bleu a choisi lors de ses 2 premiers tours un 6 bleu et un 5 rouge. Pour son dernier tour, il récupère un 3 vert et le place sur production. La somme de ses dés est égale ou supérieure à 13, il en profite pour déclencher son pouvoir de clan et la tuile action bonus qui lui est associée. Il augmente donc sa capacité de stockage de 1, pioche une carte de sa pioche héros et récupère 2 ors grâce à sa tuile action bonus. Il réalise ensuite son action principale sur laquelle il avait placé son dé et récolte les ressources des lieux de production où il possède des gouverneurs et des technofermes. Enfin, il défausse un héros de sa main pour diminuer son 5 en 4, qu'il additionne à son 6. Ce qui lui permet ensuite de jouer un pouvoir de héros avec une puissance de 10. Grâce à ce pouvoir de héros, il place une de ses tuiles reliques dans le marché noir, puis récupère 2 tuiles reliques de son choix du plateau. Avant de détailler à la fin d'une manche, on va parler de ces petites cartes objectifs. Lors de la mise en place, une orange et 3 vertes ont été révélées. Si vous validez la condition de la carte objectif orange en premier, placez un de vos jetons objectifs dessus immédiatement. Vos adversaires ne peuvent plus tenter de remplir cet objectif, et oui, premier arrivé, premier servi. Ajoutez les points de popularité gagnés immédiatement sur la piste des points de popularité du plateau central. En revanche, lorsqu'un joueur valide la condition d'une carte objectif verte, s'il est le premier, il place un de ses jetons objectifs sur l'emplacement jaune de la carte. À 3 ou 4 joueurs, un deuxième joueur peut encore tenter de remplir la condition. S'il y arrive, il place un de ses jetons objectifs, mais cette fois-ci sur l'emplacement gris. Alors attention, les autres joueurs ne peuvent plus remplir les objectifs dont les cartes sont pleines. Gagnez immédiatement les points de popularité et les bonus quand vous placez votre jeton. Nous détaillerons les cartes objectifs en fin de vidéo. Une fois que chaque joueur a choisi 3 dés et fini ses actions, on passe à la fin de manche dont chaque étape est détaillée sur le bandeau supérieur du plateau des joueurs et réalisée dans l'ordre de gauche à droite. En premier, on détermine l'influence dans les îles, pour cela c'est très simple. Pour chaque île, on détermine qui est premier et deuxième. Le joueur ayant le plus d'influence dans l'île gagne les points de popularité indiqués sous l'étendard doré de la piste des tours. Le deuxième joueur gagne quant à lui les points de popularité indiqués sous l'étendard argenté. Départager les égalités avec les ombres, le joueur en ayant le plus dans l'île concernée parmi les joueurs à égalité remporte l'égalité. Si l'égalité persiste, 2 solutions sont là pour résoudre ce problème. Si les joueurs sont à égalité pour la première place, additionnez les points sous les 2 étendards, puis partagez-les entre les joueurs à égalité, arrondis à l'inférieur, et il n'y a pas de deuxième place. Par exemple, si 2 joueurs sont à égalité pour la première place de la première manche, chacun gagnera un seul point vu que c'est arrondi à l'inférieur. Si les joueurs sont à égalité pour la deuxième place, ils se partagent les points de popularité, mais cette fois uniquement ceux indiqués sous l'étendard argenté, et toujours arrondis à l'inférieur. Si vous dépassez 49 points de popularité, prenez ce jeton score, puis remettez votre pion clan sur la case 0 de la piste. Une fois ceci fait, vous bénéficiez d'un revenu automatique et gagnez les ressources suivantes. Une ressource au choix parmi le métal, le cristal ou le riz, un or, et enfin si vous avez associé une tuile action bonus à fond doré à votre revenu, vous pouvez résoudre son effet qui peut être soit un or, soit un cristal et un métal. Ensuite, on détermine le premier joueur. En effet, le joueur qui possède le casque de puissance peut le donner à n'importe quel joueur ou le conserver. Quel est l'intérêt de faire ça, me direz-vous? Nous voyons ça de suite dans l'avant-dernière étape qui est acheter des héros. Dans l'ordre du tour, en commençant par le joueur qui possède désormais le casque de puissance, vous pouvez acheter une ou plusieurs cartes héros au marché des héros en payant le coût en or. Voilà donc l'intérêt de garder ou non le casque de puissance. Achetez en premier des cartes que vous auriez repérées en amont, ou bien éventuellement en prendre d'autres dans la mesure où le nouveau premier joueur
et peut-être les autres joueurs en ont acheté. Ajoutez chaque carte héros achetée à votre main et recomplétez immédiatement les trous afin de toujours avoir 5 cartes visibles à chaque fois. Ainsi, vous pouvez acheter les nouvelles cartes ajoutées au fur et à mesure. Alors attention, les étapes déterminer le premier joueur et acheter des héros ne sont pas faites lors de la 5e manche. Et enfin, comme dernière étape, une fois que tous les joueurs ont acheté des cartes aux héros ou ont passé, piochez une carte de votre pioche personnelle et ajoutez-la à votre main. Quand tout ceci est fait, avancez le marqueur manche de 1 et démarrez une nouvelle manche. Si c'est la 5e, on passe à la fin de partie. La partie s'achève après les revenus de la 5e manche. Chaque joueur prendra sa carte aide de jeu, qui sert finalement à procéder au décompte des points de popularité de chacun et ainsi désigner le nouvel empereur. On commence avec les reliques. Marquez des points de popularité correspondant au nombre de reliques que vous avez reconstituées. 3 points pour une relique, 7 points pour 2, 12 points pour 3, 18 points pour 4, 25 points pour 5 et enfin 33 points pour 6 reliques. On fait ensuite la même chose selon le nombre de bâtiments construits. Pour les technofermes, 1 point pour 1, 4 points pour 2, 7 points pour 3, puis 12 points pour 4. Pour les tours radio, 1 point pour 1, 2 points pour 2, 4 points pour 3 et enfin 7 points pour 4. Voyons maintenant pour les héros. Vous marquez des points de popularité de la manière suivante. Additionnez le coût en or de toutes vos cartes héros, qu'elles soient dans votre main, dans votre pioche ou dans votre défausse, et ajoutez-y la quantité de vos jetons or, puis comparez vos valeurs obtenues et marquez les points de popularité selon le tableau suivant. 10 points si vous êtes premier, 5 points si vous êtes deuxième, et 2 points si vous êtes troisième. Alors attention, le nombre de cartes héros n'a pas d'importance, prenez en compte uniquement la valeur en or totale. En cas d'égalité, le joueur ayant le moins de cartes héros remporte l'égalité. Si l'égalité persiste, c'est le joueur ayant le plus de cartes héros de valeur 5, puis 4, puis 3, puis 2 qui remporte l'égalité. Par exemple, imaginons que ces deux joueurs pour la première place ont tous les deux 30 points de héros. Ce joueur remporterait l'égalité, et donc 10 points, car il possède 3 cartes de valeur 5, alors que celui-ci n'en a que 2. Ce dernier gagne donc 5 points. Le joueur possédant le casque de puissance gagne 2 points, et enfin, marquez 1 point de popularité pour chaque lot de 5 ressources que vous possédez, sans prendre en compte les jetons or, en sachant que les ressources n'ont pas besoin d'être identiques. Le joueur ayant le plus de points de popularité à la fin du décompte est déclaré empereur et remporte la partie. En cas d'égalité, le joueur ayant le plus de ressources or exclues est déclaré vainqueur. Si l'égalité persiste, les joueurs se partagent la victoire. Voyons maintenant les règles avancées qui ne sont principalement que des ajustements de mise en place. Pour les règles de base, ce sont les mini-plateaux avec des formes vides qui ont été utilisés. Lorsque tous les joueurs maîtriseront le jeu, vous pourrez drafter les versions avancées montrant des formes remplies. Pour ce faire, placez les 8 mini-plateaux au centre de la table avec ces formes remplies. En commençant par le premier joueur et dans l'ordre du tour, choisissez chacun un plateau. Puis, à partir du dernier joueur et dans le sens inverse, choisissez votre deuxième plateau. Ces mini-plateaux apporteront des tuiles bonus différentes à chaque joueur et seront détaillés en fin de vidéo. On va aborder le mode 2 joueurs qui se joue avec le module mercenaire qui est imprimé à gauche du plateau central de la phase 2 joueurs. Dans ce mode, vous pourrez faire appel aux mercenaires pour entraver votre adversaire. La mise en place est identique au mode 3-4 joueurs à l'exception des éléments suivants. Utilisez 3 dés bleus, 4 dés rouges et 4 dés verts. Retirez les tuiles reliques vertes et noires. Prenez les 12 unités, les 6 pions reliques ainsi que les 4 tours radio d'un clan non utilisés et placez-les près du plateau central. Ensuite et enfin, placez les pions clans de cette couleur sur les pistes d'influence violette, jaune, rouge et bleu. Alors comment ça marche? Les mercenaires vont obtenir de la part des joueurs 3 dés à chaque manche. Ils recevront 2 dés au premier tour, 1 dé au second tour et aucun dé au troisième tour, et ce à toutes les manches. Ces dés vont déclencher des actions pour les mercenaires. À chaque manche, le premier joueur doit choisir un dé du plateau central et le donner au mercenaire avant de jouer son premier tour et fera de même à son deuxième tour. Le deuxième joueur doit donner un dé au mercenaire avant de jouer son premier tour. Quand vous attribuez un dé au mercenaire, placez-le sur une case action principale disponible du module mercenaire. La case doit être évidemment de la même couleur que le dé et l'action des mercenaires est immédiatement résolue. On va commencer par l'action verte. Cette dernière peut accueillir 2 dés. Chaque emplacement vous offre le choix entre retirer une tuile relique d'une île, en piocher une nouvelle dans le sac pour la remplacer, et remettre la tuile retirée dans le sac. Ou bien de choisir 2 tuiles reliques d'une île et les placer dans le stockage des mercenaires, puis piocher 2 tuiles du sac pour les remplacer.
Si les mercenaires parviennent à reconstituer une relique de cette manière, placez immédiatement un de leurs pions reliques sur l'île concernée et attribuez-leur l'influence correspondante. Vous pouvez racheter des tuiles reliques aux mercenaires en leur donnant 2 jetons or par tuile comme indiqué ici. Cette action est uniquement disponible lorsque vous réalisez vous-même une action principale relique. Si cette action est utilisée, c'est à la place de l'action achetée au marché noir qui, je le rappelle, coûte 1 or. Lors d'une action principale relique, vous pouvez donc toujours n'acheter qu'un maximum de 2 tuiles reliques, qu'elles viennent du marché noir ou des mercenaires. Pour l'action bleue, vous devez placer une tour radio des mercenaires sur un emplacement libre de lieu de production. Tout comme les autres joueurs, les mercenaires gagnent ainsi immédiatement 2 influences dans l'île concernée. Si toutes les tours radio des mercenaires sont déjà placées, cette action permet de déplacer l'une d'entre elles sans oublier, et c'est important, d'ajuster les pistes d'influence si la tour radio change d'île. Pour cette action rouge, vous devez simplement placer un des gouverneurs des mercenaires sur un emplacement libre de lieu de production. Ainsi, les mercenaires gagnent immédiatement 2 influences dans l'île concernée. Et enfin, pour cette autre action rouge, vous devez donner 2 de vos jetons or aux mercenaires, puis placer une de leurs ombres sur un emplacement libre des bas-fonds. Les mercenaires gagnent immédiatement une influence dans l'île concernée, et vous éliminez dans cette île un gouverneur de votre adversaire qui prend un riz en compensation. Alors attention, il n'est pas possible d'éliminer un gouverneur des mercenaires de cette manière. Et attention bis, ni vous ni les mercenaires ne gagnez l'or de l'emplacement occupé par l'ombre. Si vous ne pouvez pas payer les 2 ors, vous ne pouvez pas placer de dés rouges ici. Si toutes les ombres des mercenaires sont déjà placées, cette action permet de déplacer l'une d'entre elles, mais attention, elle ne supprime aucun gouverneur. Il faut juste penser à ajuster les pistes d'influence si l'ombre change d'île. En ce qui concerne la fin de manche, la position des pions clan des mercenaires sur les pistes d'influence est prise en compte pour l'attribution des points de popularité de la première et deuxième place sur chaque île. Les points de popularité des mercenaires ne sont toutefois pas comptabilisés sur la piste de points de popularité du plateau central, car leur influence vous empêche uniquement d'obtenir certaines premières et deuxième places. À chaque fin de manche, si le total des 3 dés des mercenaires atteint 13 ou plus, donnez-leur 2 ors de la réserve générale comme indiqué ici. À la fin de la phase d'achat des héros, donnez gratuitement la carte la plus éloignée de la pioche du marché des héros aux mercenaires que vous remplacez par une autre. Placez la face cachée sur le plateau pour former au fil des tours une pile finale de 5 cartes. Enfin, pour la fin de partie, les mercenaires n'ont aucun point de popularité à calculer. Pour l'attribution des points de popularité des héros, prenez en compte la pile de 5 cartes héros des mercenaires et leurs jetons or comme s'il s'agissait d'un 3e joueur. Voyons maintenant le mode solo dans lequel vous jouez contre l'Empire qui possède des cartes solo réparties par manche, à savoir les manches 1 et 2, puis 3 et 4, puis 5. L'Empire jouera 3 cartes solo par manche. Pour la mise en place, retirez dans un premier temps les cartes héros portant un point d'exclamation rouge dans le coin inférieur droit, ainsi que la carte héros ayant le pouvoir activer le pouvoir de clan d'un clan adverse. Ensuite, faites la mise en place normalement avec les modifications suivantes. Utilisez 2 dés bleus, 3 dés rouges et 3 dés verts, retirez les tuiles reliques vertes et noires, et enfin, n'utilisez pas les cartes objectifs. Choisissez votre clan, l'Empire lui n'en choisit pas. Il ne prend donc ni plateau clan, ni de mini plateau construction, ni de carte héros de clan. En revanche, il prend les meeples gouverneur, ombre, technoferme et tour radio d'un clan inutilisé, ainsi que ses pions clans. Vous êtes automatiquement désigné premier joueur en début de la partie. Placez déjà un gouverneur sur le riz d'une île, votre fouilleur dans le no man's land de cette même île, puis un autre gouverneur sur une autre île, comme une partie à 3 à 4 joueurs. Puis, en fonction de la difficulté que vous voulez, placez les meeples de l'Empire de la façon suivante. En mode facile, un gouverneur sur une île et un deuxième sur une île différente. En mode normal, 2 gouverneurs sur une même île, un troisième sur une autre île et un quatrième sur une autre île. En mode difficile, 2 gouverneurs sur une même île, un troisième sur une autre île, un quatrième sur une autre île, et une tour radio sur la dernière île, puis l'Empire récupère 2 tuiles reliques différentes prises au hasard dans le sac. Une fois ceci fait, tirez une carte héros au hasard dans la pioche sans la regarder et donnez-la à l'Empire sans la regarder. Ensuite, prenez les 21 cartes du mode solo mises de côté et trouvez la carte pouvoir de l'Empire que vous mettrez proche de vous. Puis prenez 6 cartes 1-2 au hasard, mélangez-les et faites une pioche face cachée. Remettez les autres cartes dans la boîte. Faites de même pour constituer une pioche de 6 cartes 3-4 et une pioche de 3 cartes 5. Enfin, révélez la première carte de la pioche 1-2. Avant de commencer le déroulement d'un tour, on va disséquer une carte solo.
En haut, vous avez les manches compatibles, puis en dessous, il y a 3 cases, chacune pouvant accueillir un dé de la couleur indiquée. À chaque case correspond une action que l'Empire effectuera si la case est vide, et chaque carte ne peut accueillir qu'un seul dé. Ceci étant dit, passons maintenant au déroulement d'un tour qui se joue exactement de la même manière qu'à 3-4 joueurs, mais cependant l'Empire a les particularités suivantes. Il a une capacité de stockage illimitée. Il n'est pas limité en nombre d'unités, bâtiments ou pyroliques qu'il peut poser, et si vous manquez de meeple et autres pions, prenez ceux d'un clan inutilisé. Il ne pioche et ne joue jamais de cartes héros. Il ne reçoit jamais de jetons riz, métal ou cristal, il n'a pas de fouilleur, et enfin il ne paye aucun coût pour recruter ou construire. Lors des tours de l'Empire, choisissez un dé et placez-le sur l'une des 3 cases de la dernière carte solo révélée. Effectuez les actions des 2 autres cases de haut en bas. Lorsqu'il y a plusieurs façons de résoudre une action, vous choisissez celle que vous souhaitez. Lorsqu'une action ne peut pas être complètement effectuée, faites ce qui est possible et ajoutez un point de popularité à l'Empire. Alors attention, certaines actions comportent l'indication « à son avantage ». Cela signifie terminer une relique pour l'Empire si cela est possible et, deuxième chose, rendre l'Empire plus influent que vous sur une île si cela est possible. Si ces actions sont réalisables, bien que cela ne permette pas de terminer une relique ou de vous dépasser en influence, elles sont tout de même considérées comme complètement effectuées et n'apportent pas de points de popularité à l'Empire. Si l'indication à son avantage n'est pas présente, jouez comme cela vous arrange. Lorsqu'une action indique de récupérer une tuile relique, si l'île de provenance n'est pas spécifiée, elle est à prendre dans n'importe quel No Man's Land ou dans le marché noir, sans oublier de remettre des tuiles sur le No Man's Land vide. Dans l'exemple de partie, l'Empire récupère 2 tuiles reliques bleues, quel que soit son endroit, et ensuite l'Empire place une technoferme et récupère un or. Alors attention, il est possible que plus de 3 reliques de la même île soient reconstituées. Au-delà de 3 pions reliques sur une même île, les pions supplémentaires ne donnent pas d'influence, mais comptent cependant pour le décompte final de quantité de reliques reconstituées. Une fois les actions effectuées, tirez une nouvelle carte dans la pioche correspondante à la manche en cours. Chaque carte solo ne pouvant accueillir qu'un seul dé, c'est avec cette nouvelle carte que l'Empire jouera au prochain tour. Juste avant la fin d'une manche, faites la somme des 3 dés placés sur les cartes solo et effectuez l'action décrite sur la carte pouvoir de l'Empire correspondant au résultat de la somme. À la fin de la manche, déterminez l'influence dans les îles normalement. Gagnez vos revenus normalement aussi. L'Empire, lui, n'en gagne pas. Déterminez le premier joueur normalement également, mais attention, si c'est l'Empire qui possède le casque de puissance, il choisit toujours de le garder. Quand c'est au tour de l'Empire d'acheter des héros, il récupère gratuitement la carte la plus éloignée de la pioche. Ensuite, défaussez les 3 cartes solo jouées à cette manche, puis révélez la carte solo du premier tour de la manche suivante. À la fin de la 4e manche, remettez toutes les tuiles reliques récupérées par l'Empire dans le sac. Quand arrive la fin de partie, comptez vos points normalement et faites de même pour l'Empire en prenant en compte les 3 indications suivantes. Premièrement, l'Empire calcule sa valeur en ajoutant le coût de ses cartes héros et ses jetons or normalement. Deuxièmement, il ne gagne jamais de ressources, il ne peut donc pas gagner de points de popularité par lot de 5 ressources. Et enfin, troisièmement, il peut faire plusieurs séries de technofermes et de tours radio. Les cartes objectifs sont toutes très claires et explicites, mais néanmoins on va en détailler 2. Pour celle-ci, il faut être le premier joueur à acheter 5 héros et non pas acheter 5 héros en une seule action pour remplir l'objectif. Et pour celle-là, quand vous êtes le premier joueur à construire 4 tours radio, vous devez déplacer un gouverneur sur la même île ou une autre île, sans oublier de modifier les influences pour ce dernier choix, et non faire apparaître un gouverneur de votre réserve sur un emplacement libre. C'est ce qu'indique cette icône. On va maintenant détailler les actions bonus en commençant par celle du jeu de base. Ces 2 tuiles permettent de gagner les ressources indiquées pendant la phase revenu. Celle-ci vous permet d'effectuer un seul recrutement en payant un raid ou moins. Donc si vous êtes sur les 2 premiers emplacements de la piste de recrutement, vous pouvez recruter une unité gratuitement, mais attention, cela affecte la piste de recrutement. En jouant celle-là, vous pouvez construire un seul bâtiment en payant son coût normal, c'est-à-dire son coût de base plus son éventuel surcoût. Avec cette tuile, vous pouvez déplacer votre fouilleur une seule fois et récupérer une tuile relique sur l'île où il est déplacé. Avec ces 2-là, vous gagnez les ressources indiquées, et avec celle-ci, vous augmentez de 2 votre capacité de stockage, tout simplement. Voyons maintenant les tuiles actions bonus des règles avancées.
Défaussez une carte héros pour construire un seul bâtiment, mais en payant une ressource de moins que nécessaire. Achetez une carte héros en payant 2 ors de moins que nécessaire. N'oubliez pas de remplir le trou vacant par une autre carte héros. Payez 1 or pour déplacer votre fouilleur sur une île et récupérer jusqu'à 2 reliques de cette même île. Payez 1 or au lieu de 2 pour réinitialiser votre piste de recrutement. Défaussez une carte de votre main pour acheter un héros avec une réduction de 3 ors. Récupérez 2 tuiles reliques n'importe où sur le plateau, puis défaussez dans le sac 2 de vos tuiles reliques. N'oubliez pas de remplir les emplacements de reliques vidés. Défaussez une carte héros de votre main pour activer une tuile villageois. Vous pouvez effectuer un seul recrutement en payant exactement un seul riz, mais attention, cela affecte votre piste de recrutement. Gagnez 1 or, puis vous pouvez construire un seul bâtiment en payant son coût de base plus surcoût exclusivement en or. Gagnez un riz, puis piochez une carte depuis votre pile héros. Augmentez votre capacité de stockage de 1 et récupérez une tuile relique du marché noir. Gagnez 2 fois la ressource du lieu de production d'une seule de vos tours radio ou d'un gouverneur. Payez la ressource barrée pour gagner les 3 jetons de la ressource indiquée. Augmentez votre capacité de stockage de 1, puis augmentez de 1 la valeur d'un de vos dés, et cela 2 fois. Gagnez autant de cristaux que d'ombres que vous avez recrutés. Payez un riz pour effectuer 2 des 4 actions de l'aide des villageois. Et enfin, pendant la phase de revenu en fin de manche, gagnez la ressource indiquée et piochez une carte héros depuis votre pile héros. En cas de bonus les joueurs, on va voir ce que contient la boîte de figurines plastique que vous pouvez acheter en supplément du jeu si vous êtes allergique au bois. On va vite faire un comparatif de taille pour les unités pour vous montrer la différence. Voici le clan Techno, le clan Nature, le clan Nomade, et enfin le clan Noble. En ce qui concerne les bâtiments, ils sont tous identiques, mais évidemment à la couleur des clans. Voici la technoferme et la tour radio. Et voilà pour Daimyo, la renaissance de l'Empire. Un gros et superbe jeu au matériel et illustration magnifique avec un système de jeu novateur. Avec toutes ces règles, il peut paraître complexe de prime abord, mais au final, il est extrêmement fluide et les choix stratégiques sont très nombreux. Entre le choix des dés, les actions des cartes héros et les actions bonus, aucune partie ne se ressemblera, sans oublier les règles avancées qui rendent le jeu encore plus stratégique. Alors attention, si vous jouez à 4, avec des gens plutôt calculateurs, une partie peut durer au moins 3 heures. Sinon c'est très jouable à 2 et le mode solo peut être bien retors. Bref, un excellent jeu 100% français, Cocorico. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, à bientôt les joueurs.